on se projette. Pendant un siècle, l'histoire du cancer du rectum, on était concentré sur les techniques opératoires. Les techniques opératoires avec, essentiellement, dans une première partie du siècle passé, enlever la tumeur, enlever le rectum, et dans une deuxième moitié du siècle, essayer d'éviter la stomie. Donc là, vous avez un certain des noms prestigieux qui ont marqué cette époque, et vous avez vu qu'il y a des chirurgiens français. Dans la même période, il y a eu aussi l'effort pour comprendre ce qu'était le cancer, avec une évolution sur les marges, et là tous les organes ont connu ça, et ça nous a permis surtout d'éviter à nouveau les stomies définitives, puisqu'on s'est concentré sur des marges de plus et plus étroites en distalité, et également des marges non plus centimétriques, mais millimétriques en circonférence. Et tout ceci avec les avancées en cancérologie qui vont suivre, mais à l'heure actuelle, on peut considérer que le traitement du cancer du rectum est bien standardisé. On n'a plus affaire à un seul cancer du rectum, ni même à un cancer sus et sous-péritonéal. On a affaire à 3 types de cancers, supérieur, moyen et inférieur. Et puis, on sait quand est-ce qu'il faut faire une exérèse totale, une exérèse partielle du mésorectum. J'ai volontairement mis ces diapositives en anglais parce que j'ai vu dans l'Assemblée, parmi les orateurs, il y avait un orateur chinois. Merci pour lui. Donc le gold standard de la chirurgie étant présenté, en même temps, il y a eu pendant des dizaines d'années le gold standard de la radiothérapie. Là, je ne refais pas l'histoire de la radiothérapie, mais à l'heure actuelle, le standard, c'est plus de la faire après, c'est de la faire avant. Il y a encore des tendances différentes dans l'Europe du Nord. C'est des radiothérapies courtes pour des raisons économiques qui ont été évoquées par un de nos collègues récemment. En France, c'est comme aux États-Unis, c'est 5 semaines. On pense que c'est mieux, que c'est moins toxique sur le long terme. Et il y a de la chimiothérapie avec, et c'est ça le standard. Et tout ça, ça nous donne comme objectif principal de diminuer les récidives locales. On ne sait pas si ça joue véritablement sur la survie. Mais la modernité, c'est d'essayer, notamment dans le monde chirurgical, et parce que les patients y trouvent un intérêt, de trouver autre chose que l'avantage sur les récidives locales. Et l'argument principal qui nous fait réfléchir à ça, il y en a 2. Le premier, c'est que la mortalité opératoire du cancer du rectum, une fois qu'on a dit que le standard c'était à enlever le rectum, eh bien elle n'est non pas de 2% comme c'est écrit partout, mais elle est beaucoup plus élevée que ça. Tout simplement parce que la mortalité, dans tous les travaux, elle est évaluée à 1 mois. Et quand on la regarde à 6 mois, elle double. Elle est de 4%. Et puis deuxièmement, comme on opère des gens de plus en plus âgés, eh bien, il faut se rappeler que cette mortalité, elle triple à chaque fois qu'on passe une décade. C'est-à-dire après 75 ans, elle est de 6%. Et après, elle va encore être multipliée. Et pour atteindre 12% après 85 ans. Donc si on reste sur ce gold standard, la résection rectale à tout va parce que c'est la TME, parce qu'il n'y a pas de récidive locale, parce qu'on est tous spécialisés en cancer du rectum et qu'on est tous très bons, eh bien ça va être un désastre en termes de mortalité opératoire. Et je passe sur les séquelles génitales qu'ont évoqué le collègue urologue et sur les problèmes sexuels et de qualité de vie. Donc à l'heure actuelle, on est dans un problème différent. Le cancer du rectum hérite des progrès de la chirurgie, d'une standardisation de la radiothérapie et de la chirurgie, et avec une guérison de 70 à 80% des patients. On guérit mieux le cancer du rectum à l'heure actuelle que le cancer du côlon. C'est les nouvelles données épidémiologiques. Et donc, ça veut dire que maintenant, on ne peut plus continuer à chercher à guérir tout le monde sans leur offrir une bonne qualité de vie. On ne peut plus dire, comme on entendait il y a 20 ans, ne vous plaignez pas de la stomie et de l'impuissance, vous êtes vivant, vous aviez un cancer. Aujourd'hui, c'est normal d'être vivant après un cancer du rectum. Donc, il faut discuter des avantages, bénéfices-risques, parce que c'est la société moderne et c'est ce que demandent les patients qui sont très informés grâce à Internet. Et donc ce premier argument étant donné, la chirurgie est morbide, il y en a un deuxième, la radiothérapie stérilise des tumeurs. Donc autrement dit, on peut avoir des séquelles de la chirurgie alors que la chirurgie n'était pas nécessaire. Donc le débat, il est là. Et donc on sait statistiquement qu'il y a au moins 16% de stérilisation complète. Et on sait qu'il y a 10% de plus de répondeurs qui sont des T1. Donc si on prend T0, stérilisation complète, et T1, au total, c'est un quart des patients qui auraient pu avoir ou pas de chirurgie ou une simple tumorectomie.
Ça fait un quart des résections rectales inutiles pour les cancers qui sont irradiés. Je ne parle pas des petits cancers qui sont un autre problème. Et là, ça a été évoqué par le collègue radiothérapeute, et ça m'interpelle, je n'ai pas la réponse aux commentaires de tout à l'heure. C'est-à-dire que les bons répondeurs, ceux qui sont stérilisés sur la tumeur, ils donnent très peu de métastases, très peu de récidives locales, ils vivent plus longtemps. S'il y a des discordances là-dessus, elles sont quand même marginales. Les bons répondeurs ne sont pas les mêmes que le mauvais répondeur, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc la question aujourd'hui, est-ce que deux maladies différentes, un bon répondeur et un mauvais répondeur, ils doivent même avoir la même stratégie? Le commentateur précédent a clairement dit c'est une question du jour et il faut changer ça. Et donc à mon avis, la réponse est il faut proposer deux traitements différents, puisque ce sont deux maladies différentes. Maintenant, est-ce qu'il y a scientifiquement des preuves qu'on peut changer la chirurgie? C'est-à-dire, jusqu'à présent, on disait, dans nos référentiels français, on dit il faut faire une amputation, on fait les rayons parce que c'est un cancer T3, et bien après on fait l'amputation. Pour le moment, il n'y a aucune étude, il n'y a aucune recommandation qui dit on peut changer. Et donc l'objectif de mon topo, c'est de montrer si on peut changer et comment on fait. Eh bien, intuitivement, le chirurgien, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, si jamais ils ont un cancer qui diminue entre le toucher rectal avant, tumeur fixée avant les rayons, tumeur qui prend l'anus avant les rayons, et vous voyez après les rayons, la tumeur n'est plus fixée, elle ne prend plus l'anus. Il y a beaucoup de chirurgiens, sans regarder les recommandations, intuitivement, ils ont changé. Mais il n'y a pas de démonstration dans la littérature, puisque les cancérologues qui pensent que grâce à leur traitement, ils ont fait changer la technique aux chirurgiens, eh bien regardez les 5 essais les plus pertinents sur ce sujet, qu'on utilise les rayons versus chirurgie seule, les radiothérapies avant ou après, qu'on utilise la radiothérapie à la carte, qu'on utilise la radiochimiothérapie ou l'intensification de la radiochimiothérapie plutôt qu'un autre traitement. Il n'y a absolument aucun changement, aucune modification grâce au traitement de taux d'amputation. Donc la réponse scientifique, c'est à partir de là malheureusement qu'on fait les recommandations. On pose la question, est-ce que le traitement change? On regarde les essais randomisés et la réponse, eh bien, le traitement ne change pas, donc il ne faut pas faire. On a malheureusement une façon un petit peu archaïque, je trouve, de raisonner, c'est-à-dire on regarde comment on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, parce que ces résultats, ils ont été faits il y a 10 ou 20 ans, où les chirurgiens n'étaient pas spécialisés, où on ne faisait pas d'IRM après pour regarder si la tumeur devenait plus petite, où on ne posait pas les mêmes questions, où les techniques de résection intersphinctérienne ou la somose coloanale n'étaient pas divulguées, et donc forcément, on a cette réponse. Donc comment arriver à changer les mentalités? Donc on a proposé quelque chose d'original à Bordeaux, qui est une standardisation de la chirurgie et une classification des cancers du bas rectum. L'idée, c'est que de la même façon qu'il existait il y a un siècle un cancer du rectum, puis il y a un quart de siècle 2 et après 3 cancers du rectum, on pense qu'il n'existe pas un cancer du bas rectum, mais plusieurs cancers du bas rectum, puisqu'il y a différents traitements possibles. Et là, vous voyez 4 types de cancers du bas rectum, suivant les rapports de la tumeur avec l'appareil sphinctérien. S'il y a plus de 1 cm de marge, on peut faire une colo-anale. S'il y a moins de 1 cm, on peut faire une résection intersphinctérienne partielle. Si la tumeur est intra-anale, mais qu'on ne prend pas les releveurs, on peut faire une résection intersphinctérienne totale. Et si la tumeur traverse les muscles striés, le sphincter externe ou les releveurs, tout ça c'est défini par l'IRM qui vous dit si l'espace intersphinctérien entre sphincter interne et externe est pris ou non. C'est des décisions au millimètre par l'IRM. Et bien, en utilisant cette classification, on a essayé de démontrer que objectivement, on peut changer le traitement. Et voici comment. Vous avez une tumeur qui prend les releveurs avant le traitement, puis après, à droite, vous voyez, elle ne prend plus les releveurs puisqu'elle a bien répondu. Donc voilà, 50 patients consécutifs qui ont une IRM avant et après traitement, avec des critères initiaux. La tumeur est à moins de 1 mm des releveurs ou elle est à moins de 1 cm du sphincter, donc elle devrait être amputée. On les a classés selon notre classification, tous des cancers du bas rectum, mais vous voyez 42 sur les 50, donc 84% qui sont des types 4, c'est-à-dire qui vont dans le sphincter, qui prennent les releveurs ou le sphincter externe. Que deviennent ces patients après traitement? Après traitement, vous voyez que les tumeurs régressent, on a une augmentation
ça c'est les tumeurs initiales, et après traitement, vous voyez que la tumeur diminue de taille de moitié, 2 cm au lieu de 5. La marge distale est augmentée de 8 mm, donc les tumeurs remontent par rapport à l'appareil sphinctérien, et les marges circonférentielles se libèrent. L'appareil sphinctérien interne, externe et les releveurs sont beaucoup plus fréquemment libres après par rapport à avant la radiochimiothérapie. Et tout ça se solde vers une évolution des stades. Vous voyez, avant le traitement à gauche, 42% de stades de type 4, et après le traitement, seulement 7. Donc on appelle ça une migration de stade de cancer du bas rectum. 86% de patients changent de type de cancer du bas rectum. Et en conclusion, c'est la dernière ligne, et bien vous avez tout ça qui est associé à 90% de changement de type de chirurgie, c'est-à-dire au lieu d'avoir 90% d'amputation, vous avez 90%. Au lieu d'avoir la majorité d'amputation, vous avez 90% de conservation sphinctérienne. Donc là, il y a la démonstration comment on peut faire avec l'IRM, avec une classification, passer d'une technique chirurgicale à une autre. Donc ça demande quelque chose qui n'a pas été fait dans les essais randomisés. Ça veut dire manipuler la résection intersphinctérienne. Ça veut dire faire une IRM avant, et on parlait tout à l'heure de l'écho-endoscopie, et faire une IRM après. Et ça veut dire qu'il faut avoir des équipes spécialisées. C'est évident que si le patient est opéré dans une équipe non spécialisée, c'est pas possible. Donc ça veut dire que tant qu'on continuera l'organisation sans restaging de la lésion après l'irradiation, ça ne sera pas possible. Donc voilà le résumé de cette stratégie qui donne un bon contrôle à distance et une bonne survie. Le message, comment éviter l'amputation, c'est l'optimisation de la radiochimiothérapie, la standardisation de la chirurgie avec la classification qu'on propose, mais pour y en avoir une autre, et le management de la réponse avec une deuxième IRM et la spécialisation chirurgicale. Maintenant, je vais rapidement sur une deuxième thématique qui est la préservation d'organes, c'est-à-dire comment changer la chirurgie, c'est-à-dire comment éviter complètement la chirurgie. Et là, j'y vais plus rapidement en parlant de l'exérèse locale. Est-ce qu'on peut faire l'exérèse locale dans les cancers du bas rectum, pas simplement dans les T1? Donc là, on prend, je passe sur l'essai américain, on a fait une étude randomisée en France. Cette étude randomisée, elle est multicentrique, donc c'est un essai de phase 3, où on a pris des petits cancers, typiquement ceux qui n'ont pas besoin de la radiothérapie, c'est-à-dire les T2 et les T3 qui sont de petite taille, de moins de 4 cm. Ils ont reçu un traitement standard et les bons répondeurs, ceux qui avaient moins de 2 cm à l'arrivée, étaient randomisés. Donc on a randomisé des tumeurs qui avaient répondu au rayon entre chirurgie rectale et simple tumorectomie. Et là, on a les deux groupes randomisés, donc 70 de chaque côté. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme renseignement? Eh bien, on a d'abord le fait que quand on donne une tumeur à la radiothérapie, quand elle est de petite taille, eh bien, 75% d'entre elles devient toute petite à l'arrivée, devient ce qu'on appelle un très bon répondeur clinique. Donc, c'est une stratégie qui intéresse la majorité des patients. Deuxièmement, quand cette tumeur est toute petite, eh bien, dans la majorité des cas, elle est ou stérilisée ou c'est un T1. Donc, ça veut dire 60% de très bonnes réponses anapathes. Et à la dernière réponse, quand elle est très bonne répondeur histologiquement, est-ce qu'il y a un risque de laisser le rectum en place? Il n'y en a pas, puisque dans ce cas, il n'y a pas de métastase ganglionnaire. Donc, ce qui est intéressant à partir des résultats préliminaires de cet essai, puisqu'on n'a pas les résultats définitifs, c'est que ça donne une stratégie en 3 étapes qui vous donne exactement comment faire et quel est le risque et quel est le nombre de patients qui va bénéficier de la préservation du rectum. Eh bien, c'est le chiffre exact, c'est 46% des patients, si on traite un petit cancer, ils vont pouvoir garder leur rectum avec l'absence de risque au niveau du mésorectum qui sera laissé en place. Et donc, je vais garder ces commentaires pour la discussion, puisque c'est des commentaires en rapport avec les résultats préliminaires de l'essai américain. Et puis, tout simplement, pour donner les perspectives avant la conclusion. Les perspectives, c'est qu'on va démarrer un nouvel essai où on va intensifier. Tout à l'heure, il y avait des critiques sur faut-il intensifier pour les grosses tumeurs? Et bien là, on va intensifier, c'est-à-dire donner de la chimiothérapie, du FOLFIRINOX, avant de la radiochimiothérapie à des T2 qui n'auraient jamais dû être traités par ça au début, pour donner, vous voyez, l'hypothèse, c'est on va passer à 80% de chances de préservation d'organes. Donc là, on se met dans une phase nouvelle où le cancer du rectum aura la même stratégie que le cancer épidermoïde du canal anal, avec très peu de chances de résection rectale,
tout avec une bonne sécurité oncologique. Donc voilà les conclusions. La majorité des patients traités par radiochimio sont des bons répondeurs et un quart sont d'excellents répondeurs. Ça, c'est valable pour les grosses tumeurs, c'est encore plus fréquent pour les petites tumeurs. Les progrès de l'imagerie, l'IRM, permettent d'évaluer la réponse tumorale. Ça, c'est nouveau. C'est les radiologues qui s'investissent après les chirurgiens, les cancérologues et les anapathes. Et les nouvelles stratégies vont permettre de transformer une amputation en conservation sphinctérienne avec des démonstrations scientifiques et en cas d'excellente réponse, de proposer une simple humorectomie. Et dans le futur, la dernière étape, ça sera une simple surveillance, c'est-à-dire pas de chirurgie du tout dans les cancers du rectum. Je vous remercie de votre attention. Henri Judet, tu es noté pour les commentaires? Il y en a un, non? Bon, je voudrais remercier Éric Rullier. Il sait certainement que c'est une question qu'on s'est posée à Lyon depuis de très nombreuses années avec Jean-Pierre Gérard. Et on avait été parmi les premières équipes françaises à faire des travaux randomisés. Et clairement, dans notre équipe, on avait admis le principe que lorsqu'on avait une bonne réponse au traitement radiothérapique préopératoire, on pouvait changer la stratégie, c'est-à-dire abandonner l'amputation abdominopérinéale au profit d'une conservation sphinctérienne. Nous n'avons jamais été jusqu'à des résultats qui puissent être confirmés par la survie, mais en termes de récidive locale, et ça a été publié, le taux de récidive locale était tout à fait correct et non significativement différent entre colo-anal et amputation abdominopérinéale. Alors ma question est-ce que on peut tirer des conclusions vraiment actuellement sans avoir les résultats oncologiques, c'est-à-dire les résultats en termes de récidive locale et de survie? Non, je suis d'accord avec toi, Jacques, et c'est bien de rappeler l'expérience lyonnaise qui a été pionnière là-dedans, et ce qui manque toujours dans ces travaux, c'est la reproductibilité, étant qu'il n'y a pas le travail à plusieurs équipes, on a toujours du mal à faire la démonstration. Et donc, sinon, on est d'accord sur le fait de la valeur des résultats oncologiques sur le long terme qui valide toute proposition de changement de stratégie. Donc, c'est pour ça que les résultats, que ce soit ceux que j'ai présentés, que ce soit ceux de la tumorectomie, le grey card 2, où il n'y a pas les résultats oncologiques, c'est ce qu'on espère avoir dans les années à venir. Dans 46% des cas, ça a modifié l'attitude. C'est ça. Mais peut-être que c'est encore un peu trop tôt pour conclure définitivement. Ah ben on ne peut pas conclure. Là, je montre une stratégie. Merci de faire un rappel si c'était peut-être pas clair de ma part. Ce sont des résultats préliminaires qui inspirent pour une stratégie, si ça marche, future. Mais donc les résultats définitifs, qui sont un critère composite qui associe les récidives locales, les récidives métastatiques et la morbidité, tout ça, ça va être connu cette année, en 2015, puisque les résultats étaient attendus à 2 ans. Oui. Donc on ne peut pas faire aujourd'hui encore. Bernard Nordlinger et ensuite Bernard Lebel. Je voulais aller dans le même sens que Jacques Beaulieu. Ce que tu nous as dit, c'est très intéressant et c'est une question importante. Moi, je fais des changements, je garde le sphincter quand la tumeur remonte, entre guillemets, avec la radiochimio. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Tu nous as montré que souvent, ça devient faisable techniquement. La question, comme le dit Jacques, c'est est-ce qu'il y a plus de récidive? Autrement dit, si on garde des sphincters, chez un malade qui avait une indication d'amputation avant, est-ce qu'on a un taux élevé de récidive? Moi, dans mon expérience, non, mais il y en a. Là, j'en ai un en ce moment. La deuxième question que je veux dire, c'est que c'est pas accepté partout. Moi, je me rappelle un affrontement difficile quand on a préparé les critères européens pour l'ESMO il y a 2 ans, où j'ai dit que beaucoup de chirurgiens français changeaient d'indication thérapeutique quand la tumeur régressait, et que Glimelius, qui était un des grands experts scandinaves, m'a dit que c'était une honte, qu'il fallait sûrement pas faire ça, et que c'était pas démontré. Donc c'est vraiment un sujet qui est difficile. Pour ça, comme pour les cancers de l'œsophage, comme pour les métastases hépatiques, est-ce qu'il faut changer la technique d'exérèse quand ça répond? Mais c'est bien parce que j'ai compris que ce débat il pourrait pas avancer si on n'essaie pas d'apporter quelques concepts nouveaux et la classification qu'on propose, l'objectif c'est de la divulguer,
de la tester à l'échelle nationale au niveau du groupe Grécard pour montrer si elle est reproductible, c'est-à-dire si ce qu'on a fait dans une équipe, c'est faisable dans les autres équipes, et après, si les résultats à long terme montrent qu'il n'y a pas de récidive et que la qualité de vie est bonne, là, ça sera la démonstration. Là, c'est une première étape. Là, ce qu'on cherche, c'est, on voit que ça piétine et que les gens ne sont pas convaincus, alors qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui le sont. Et dans les équipes spécialisées, qu'elles soient américaines ou en Europe, il y en a quelques-unes, notamment en France, parce que les gens, ils ont beaucoup envie d'éviter la stomie. Il n'y a pas plus de récidive. Tous ceux qui ont tenté de faire de la conservation sphinctérienne, il n'y a pas plus de récidive. Pour une simple raison, c'est que c'est une stratégie en 2 étapes. On dit, on tente la colo anale, mais je vous avertis, c'est très proche du sphincter. L'IRM me dit que ça doit passer, mon doigt aussi. Mais si c'est R1, et l'ANAPAD me le dit dans une semaine, vous êtes d'accord, je vous ampute dans la foulée. On a commencé comme ça. Et donc c'est une sécurité. Donc c'est-à-dire que le patient, s'il a l'amputation dans la foulée, mais pas quand il y a une récidive dans 2 ou 3 ans, il n'y a pas de risque de récidive locale. Donc c'est quand même une stratégie qui est sous sécurité. Ah oui, ça peut récidiver quand c'est... Ça peut ne pas récidiver. Bien sûr, ça c'est après en avoir amputé beaucoup parce que le staff, le cancérologue disait t'as tenté, t'as pas réussi, maintenant ampute. Et puis il n'a pas dit j'ai rien retrouvé. Quand on en a fait plusieurs comme ça, après on a dit d'accord, le staff recommande de proposer, mais on va pas imposer. Et donc le malade il disait soit je suis surveillé, soit je suis amputé. Eh bien je prends la surveillance. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est ceux qui sont R1. Ça veut dire que c'est la maladie, elle est sortie du mésorectum, sortie des releveurs, elle est agressive, il y a des emboles vasculaires, et ces malades-là, il y a très peu qui ont récidivé localement, ils ont fait récidive métastatique. Donc ça veut dire, si j'étais provocateur, je dirais l'amputation, il y a 0 place, parce que quand ça répond bien, ça récidive pas, si ça répond mal, ça récidive ailleurs, et alors c'est même pas la peine de l'amputer, puisque de toute façon, il sera mort de sa métastase. Bernard Lebel. Oui, Lebel, urologue à nouveau. Je trouve que dans cette période où on est plutôt pour le pluridisciplinaire, il y a quand même un intérêt à réfléchir quand on parle des tumeurs pelviennes, car je trouve qu'elles ont toutes une certaine similitude. Et il y a d'abord une première chose, c'est qu'elles sont sous-péritonéales et que les tumeurs vont vers le tissu périrectal. Et j'ai toujours été très étonné de penser que les tumeurs pouvaient disparaître ou régresser, comme vous l'avez montré sur vos schémas, avec tout, et les cellules cancéreuses disparaissent, reviennent simplement sur elles-mêmes. On a eu cette expérience en termes de prostate. Dans les cancers de prostate, qui dépassaient la capsule, on a essayé de faire un traitement hormonal préalable à l'intervention, ce qui faisait régresser la tumeur. Après, on était très content, on pouvait opérer, mais le résultat final des courses était qu'on avait le résultat obtenu pour une chirurgie qui était extra-prostatique. Donc, je voulais simplement vous dire que je reste très attentif à ce que vous allez faire, mais méfiez-vous quand même de ce que l'absence de chirurgie ou une chirurgie très diminuée ne soit pas insuffisante. Je suis d'accord avec ce commentaire qui est la question de quand la tumeur a disparu, quand on pense qu'il n'y en a plus, qu'il y a une cicatrice. Il y a actuellement dans la stratégie de préservation d'organes dans le cancer du rectum 2 options. Enlever la cicatrice pour voir s'il en reste, puisqu'il y a une suspicion, puisque tout le monde sait, et vous avez raison, que dans un tiers des cas, quand il y a une réponse clinique complète, il y a des cellules cancéreuses à l'anapate. Donc on sait qu'il y a ce tiers qui n'est pas évaluable par l'imagerie, ni par l'endoscopie, ni par le toucher rectal. Donc c'est pour cette raison qu'en France, on prône la tumorectomie pour aller examiner ça. Et après, la stratégie, c'est que quand il y a une bonne réponse à l'anapate, quand c'est T0 ou T1, on sait par contre statistiquement qu'il y a une corrélation entre la réponse ganglionnaire et la réponse tumorale. Et donc si on enlevait la tumeur résiduelle, on sait s'il n'y a pas de risque de métastase ganglionnaire. Donc c'est cette stratégie qui est proposée en France et ce n'est pas faire les rayons et ne rien faire du tout. On n'en est pas encore là. Et je comprends vos réticences, on les partage. Recently, there has many papers regarding the complete response. The patients accepted the wait-and-see policy. What do you think of the some data from the French
doctors have the wait-and-see policy after the complete response. I just made a comment about that, telling that to the colleague who is a urologist, that in France we are not ready for the wait and see. Wait and see means no operation at all. Yes. We prefer local excision to Local be sure that it is a complete or subcomplete response.